Mesdames et messieurs, chers amis, mais c'est toujours un bonheur, et vous le savez, de nous retrouver ici à Perpignan, ville renaissante, dans une ambiance printanière qui annonce les beaux jours, de très beaux jours. Merci à Louis pour ce mot chaleureux et merci à vous, mes amis. Merci aussi pour notre prestataire du son. Merci aussi de nous donner l'occasion de nous retrouver cet après-midi pour parler, bien sûr, de l'Europe, mais aussi, et c'est lié, du sort de notre peuple et de ce qui nous unit tous ici, l'amour de la France. En ce 1er mai, fête de Jeanne d'Arc et fête du travail, je ne vous parlerai pas seulement de la France, mais parce que nous sommes un seul et même peuple, de la fraternité sociale qui unit les Français. La nation, vous le savez, c'est pour chacun d'entre nous l'échelon le plus protecteur, celui qui permet aux Français, d'où qu'ils soient ou d'où qu'ils viennent, d'être défendus. Et qui les Français, si ce ne sont pas les Français eux-mêmes? Nous vivons un moment où se joue pour l'Europe et par voie de conséquence pour la France une partie essentielle. Derrière le débat européen, en effet, ce qui se profile, c'est notre existence en tant qu'État, nos droits en tant que peuple, notre destin en tant que nation. L'alternative qui nous est proposée le 9 juin est simple, elle est binaire, elle est implacable. Soit l'option que nous proposons, la France en Europe, soit l'Union européenne de nos adversaires, mais alors il n'y aura plus la France. Il n'y aura plus qu'une région, une petite province d'un État unitaire centralisé, dirigé d'une main de fer par Bruxelles. Face à une Union européenne qui cherche à dominer nos nations, qui a programmé leur dilution et, sans le dire ouvertement, leur disparition, face à un Emmanuel Macron qui a fait clairement le choix d'un basculement post-national, cette élection du 9 juin constitue, vous l'avez compris, pour tous les Français, de cœur et d'esprit, un appel à la mobilisation générale. Bien sûr, c'est une invitation démocratique à s'exprimer, comme dans toutes les élections, et il n'y en a pas de petites, il n'y en a pas de subalternes, toutes sont importantes, mais celle-là, particulièrement. Mais c'est aussi une occasion de contredire publiquement ce dont la misérable ambition est de rayer 1500 ans d'histoire glorieuse de la France et de réduire son peuple, notre peuple, au silence. Cette élection, vous l'avez compris, elle met face à face ceux qui ne croient plus en la France et ceux qui l'aiment par-dessus tout, ceux qui acceptent la soumission et ceux qui se lèvent, ceux qui veulent se laisser dériver et ceux qui veulent écrire l'histoire. Je sais que vous êtes de ceux qui se tiennent debout et combattent. Pour tout patriote français, la participation à un scrutin dont l'enjeu et le sort du pays est un impératif, un devoir, un commandement. Et puis nous le savons, nous devons les contrer, nous devons les sanctionner, nous devons les congédier. Nous devons donner à ce pouvoir la plus cinglante sanction électorale qu'on puisse lui infliger. Et cette sanction, elle sera mesurée, n'en doutez pas, à l'écart entre la liste emmenée par Jordan Bardella et celle des déconstructeurs macronistes. Donc le 9 juin, pas d'abstention, mais pas de dispersion non plus. Eh oui, quand le sort du pays... Quand le sort du pays est en jeu, on ne s'égare pas. On groupe les forces de la France. Un seul jour, un seul tour, un seul vote, Bardella.
Et croyez-moi, votre vote, il peut tout changer. Dès le 9 juin à 20h. Dites-vous que le seul instant où tout le monde est égal, c'est devant l'urne de vote. La voix du plus humble vaut celle du plus puissant. Jamais, peut-être, l'élection du Parlement européen, la possibilité de mettre en minorité sur de nombreux sujets les fossoyeurs des nations dans l'hémicycle de Strasbourg n'a été aussi plausible. La poussée des mouvements nationaux dans toute l'Europe rend cette perspective atteignable. Et c'est une perspective à laquelle nous devons travailler sans relâche durant les 39 jours qui nous restent. L'Union européenne est une créature curieuse, une créature hors sol qui ne doute de rien et surtout pas d'elle-même. Elle n'admet pas qu'elles doivent parfois s'interroger et douter, qu'elles doivent s'analyser et s'amender, qu'elles doivent entendre la critique et éventuellement se réformer. Elle est sourde à toute alerte, à tout avertissement, que ce soit le référendum de 2005, le Brexit, la montée partout en Europe des opinions divergentes ou même aujourd'hui la révolte paysanne dans toute l'Europe. La moindre critique contre elle, et vous l'avez vu, est frappée d'interdit comme si le von der Leyisme était une religion révélée. Attention au blasphème, mes chers amis. Un nouveau rite auquel il faudrait se soumettre sous peine d'excommunication, une voie en sens unique qu'il faudrait suivre aveuglément jusqu'au précipice. Vous l'avez constaté durant la campagne, si vous osez émettre la moindre objection, c'est que vous êtes pour le Frexit, pour le chaos, pour la ruine, et j'en passe, et ce sont les mêmes qui dénoncent, je cite, ceux qui surfent sur la peur. Ne cédez pas à ce terrorisme intellectuel. Nous avons raison d'être critiques, nous avons raison de vouloir autre chose pour l'Europe et pour la France et pour nous-mêmes. Les partisans de l'Union européenne voudraient nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre solution que l'Union européenne actuelle, pas d'autre alternative, une absence d'alternative en forme d'injonction à interdire la critique et à proposer une autre manière de voir. Ce circuler, il n'y a rien à voir, nous, Gaulois, décidément, irrémédiablement réfractaires, nous n'en voulons pas. D'abord, parce que lorsque l'on parle de construction européenne, pardon, mais il s'agit juste de notre argent, de nos libertés, de notre pays et finalement de nos vies. Ensuite, parce que prétendre qu'il n'y aurait pas d'alternative, ce serait nier l'idée même d'un débat, d'une opposition, d'un progrès, ce serait nier l'idée de la démocratie, tout simplement. C'est pourquoi il est on ne peut plus légitime de ne pas vivre comme des somnambules et de ne pas s'interdire les questionnements ou les critiques. Elles sont nombreuses, pertinentes, écrasantes même. Au seuil de la campagne, pour désembourber sa candidate, Emmanuel Macron a tenté de nous inventer un nouveau narratif européen avec un torrent de concepts issus de son imagination envahissante, sans craindre d'abuser d'une pensée slogan. Mais derrière les pensées, il y a les arrière-pensées et derrière les postures théâtrales, les impostures intellectuelles. La pensée, c'est l'Union européenne, mais l'arrière-pensée, c'est la négation des nations. La pensée, c'est la coopération, mais l'arrière-pensée, c'est la soumission des États. La pensée, c'est la démocratie. L'arrière-pensée, c'est une Europe qui avance, pour reprendre l'expression d'ailleurs d'Emmanuel Macron lui-même en 2017, à l'abri des peuples. À l'abri des peuples. Comme si la nation était une maladie mortelle. C'est-à-dire, en réalité, vous l'aurez compris, dans l'opacité et dans la tromperie. Je le dis ici, et vous devez le dire partout. L'Union européenne n'est pas l'Europe. L'Union européenne est un marché quand l'Europe est une civilisation. L'Union européenne a 70 ans quand l'Europe est plurimillénaire. Il n'y a pas de nation européenne parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Il n'y a pas de souveraineté européenne parce qu'il n'y a pas d'État européen. Il n'y a pas de puissance possible de l'Europe et en Europe sans les nations. Dans l'histoire, en effet, ce n'est pas l'Europe qui a fait le rayonnement de notre civilisation et lui a conféré sa puissance, mais le génie propre des nations qui la composent.
L'Union européenne de Mme von der Leyen est dans la ligne du projet d'Emmanuel Macron de la Sorbonne, où dans un discours de 1h45, j'espère qu'on ne vous fera pas subir aussi longtemps, il prononce si peu le mot France et 6 fois seulement le mot État. Il est conforme d'ailleurs au rapport Verhofstadt, dont vous avez déjà entendu parler, qui entend priver les États de leur droit de veto. Le droit de veto, c'est quoi? C'est le droit de dire non, y compris, et bien sûr en premier, lorsque nos intérêts vitaux sont en jeu. Nous voulons pouvoir dire non si on veut envoyer des Français mourir dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Nous voulons pouvoir dire non à la submersion migratoire de notre pays. Nous voulons pouvoir dire non à la destruction de notre économie au nom d'une écologie décroissantiste devenue folle. Nous voulons pouvoir dire non à des impôts européens qui s'ajouteraient à nos impôts nationaux, ainsi qu'à une dette européenne supplémentaire qui aggraverait l'avenir de nos enfants. Nous voulons pouvoir dire non au gouvernement technocratique de Bruxelles ou d'ailleurs. L'Union européenne, c'est une vision impériale. Elle se veut une autorité centrale qui écrase les nations, leur impose des valeurs prétendument supérieures et réduit les peuples à des populations interchangeables à administrer. Elle s'envisage non pas comme une communauté de peuples partageant une histoire commune, mais comme un marché mondialisé. Mais un marché, je vous le dis tout de même, sans aucune règle autre que la loi de la jungle. C'est la concurrence déloyale sacralisée, la loi du plus cupide, un système pervers, où les appels d'offres, par exemple, sont gagnés toujours quasiment par des entreprises extra-européennes. Pourquoi? Mais grâce à la règle du moins-disant. La règle du moins-disant, c'est la règle du moins cher. Moins vous respectez l'environnement, moins vous protégez vos salariés, moins vous les payez, moins vous respectez la sécurité des consommateurs, et plus vous arrivez à obtenir un prix bas, et donc plus grande est votre chance de gagner le marché. Et comme il n'existe pas de patriotisme économique ni de préférence européenne, eh bien nos entreprises perdront toujours. On marche sur la tête et cela non plus, nous n'en voulons pas. Emmanuel Macron, qui a quand même toujours le don de nous rassurer dans ses prises de parole, a trouvé une nouvelle expression. L'Europe serait un continent-monde. C'est un hall de gare, quoi, dont on a ouvert grand les portes, démonté les fenêtres, supprimé le toit, et dont évidemment l'attractivité à toutes les migrations mondiales est portée par un système de protection sociale qu'on a universalisé au lieu de les réserver prioritairement aux nationaux. Eh bien, cela aussi, vous l'imaginez, nous n'en voulons pas. Mais, je vous le disais, nous ne confondons pas l'Union européenne et l'Europe. Nous pensons que l'Europe, c'est-à-dire la coopération entre les nations de notre continent, ça doit être un plus et pas un moins, qu'elle doit nous donner de l'énergie et pas nous la confisquer, qu'elle doit concourir au bonheur des Français et non à leur appauvrissement, à leur promotion et non à leur déclassement, à leur liberté et non à leur asservissement. À ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent, j'ai envie de leur dire, mais avant d'aller voter, posez-vous tout de même quelques questions. Qui peut prétendre que l'Union européenne a amélioré notre prospérité? Le PIB par habitant des Européens, qui était égal à celui des Américains en l'an 2000, est aujourd'hui 2 fois moins élevé que le leur. Le décrochage est dramatique. Quant au pouvoir d'achat, rien qu'en un an, le caddie a augmenté de 22%. Est-ce que vos salaires ont augmenté de la même manière? Qui peut affirmer que l'arrimage irréfléchi de l'énergie à l'usine à gaz de l'Union européenne n'a pas eu pour conséquence concrète l'explosion de nos factures, alors même que la France avait à l'origine et a toujours l'électricité la moins chère d'Europe? Elle aura donc augmenté pour les particuliers de 45% depuis mai 2017 et ce sera 58% avec la hausse annoncée de 2025. Ah mais j'ai pas terminé dans les mauvaises nouvelles. Parce que vous le paierez 2 fois. Ben oui, par l'augmentation de votre facture
mais aussi par vos impôts, parce qu'il faudra bien trouver des ressources fiscales pour combler les 60 milliards de boucliers tarifaires. Le Portugal et l'Espagne, qui sont dans une situation pourtant bien moins favorable en termes de souveraineté énergétique, ont trouvé des alternatives à cette situation ruineuse. Pourquoi pas nous? Nous n'en pouvons plus de payer leur folie idéologique, leur entêtement idéologique qui sacrifie les ménages et les entreprises françaises. Qui peut prétendre qu'il serait juste de faire payer aux plus pauvres ce qu'ils appellent la transition écologique et qui n'est hélas souvent que la mise en œuvre irréfléchie de normes abusives, de limitations, de restrictions et d'interdictions imposées par les Verts allemands, dont les mensonges gravissimes sur le nucléaire viennent d'être révélés, d'ailleurs, aux yeux de tous. Qui, en France, a les moyens de remplacer sa vieille voiture à essence par un véhicule électrique à 45 000 €? Des voitures, par ailleurs, sans autonomie, dont l'explosion du prix de l'électricité renchérira le coût du kilomètre, dont l'absence de pièces de remplacement, la complexité des composants et l'obsolescence des batteries en feront des voitures jetables. Faut-il se satisfaire, sans rien dire, que Bruxelles vous oblige presque du jour au lendemain à changer votre chaudière pour 15 000 € ou à faire 30 000 € de travaux sous peine de perdre le droit de louer ou de vendre votre maison? Que dire de ces diminutions autoritaires des surfaces agricoles et des rendements quand beaucoup d'agriculteurs gagnent souvent moins de 800 € par mois et que déjà la moitié des fruits et légumes que nous consommons sont importés? Dois-je rappeler qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours et que ces drames ne semblent pas émouvoir une Commission européenne sans cœur qui se pique pour la forme de défendre les droits humains, mais surtout loin, très loin de l'Europe? Qui peut accepter que le système du travail détaché imposé par l'Union européenne, sorte de délocalisation sur place, ait fini par créer une préférence étrangère? Parce que vous le comprenez bien, dès qu'une entreprise fait le choix de recourir au travail détaché, eh bien toutes les entreprises du même secteur sont obligées de faire de même, parce que sinon, eh bien évidemment, elles ne sont pas compétitives. L'Union européenne, la machine à fabriquer des systèmes vicieux au lieu de prôner des systèmes vertueux. Faut-il qu'elle soit donc déconnectée des réalités du monde réel, de la vie normale, pour être aveugle et sourde à la détresse des gens, pour ignorer les drames dont elle est la cause, pour ne pas voir qu'elle nous mène à la ruine, à la dépendance et au découragement? Ces malheurs qui nous arrivent ne sont pas le fruit de la fatalité, du hasard ou du pas de chance, mais, je vous l'ai dit souvent, la conséquence de décisions politiques prises à Paris et à Bruxelles. Bon, pour la facture d'énergie, vous avez évidemment bien compris, c'est l'abandon du nucléaire et c'est une Europe de l'énergie mal ficelée. Mais, voyez, on finit par s'interroger tout de même sur l'objectif de ceux qui entretiennent des prix de l'énergie aussi hauts. Mais n'ont-ils pas comme objectif la réduction de l'activité humaine dans son ensemble, ce qui en réalité correspond à l'idéologie très en vogue à l'Union européenne de la décroissance généralisée? Il faut moins de tout. Il faut moins d'industrie, moins d'énergie, moins d'agriculture, moins de voitures, moins de maisons individuelles, moins d'enfants même, nous disent certains. C'est cette même logique de la décroissance qui les pousse à réduire volontairement les surfaces et les rendements agricoles, alors même que l'alimentation, la souveraineté et la sécurité alimentaire de nos pays vont constituer les grands défis du XXIe siècle. C'est toujours la même logique de décroissance qui les conduit à interdire la vente des moteurs thermiques en 2035 et programme ainsi volontairement la mise à sac de notre industrie automobile et la dépendance à la Chine. Il n'y a en réalité que pour l'accueil des migrants qu'ils refusent de mettre en place la décroissance. Et c'est bien dommage. En fait, tout ça, c'est une logique perdant-perdant. Et ils l'imposent dans des domaines de plus en plus divers. Alors non, nous ne voulons pas que les technocrates de Bruxelles s'emparent de la compétence de santé, par exemple, pour nous imposer une médecine ultralibérale où la carte bleue remplacera la carte vitale. De la même manière, nous refusons les injonctions ultralibérales de Bruxelles de démantèlement de nos services publics. Alors la vraie question aussi, qui se déterminera le 9 juin, faut-il continuer à accepter ces transferts de compétences à l'Union européenne sans que les Français n'aient été consultés? Aujourd'hui,
C'est le commerce, l'immigration, l'énergie, demain, la diplomatie, la fiscalité, la défense, la santé. Nous n'acceptons pas, par exemple, que la réforme des retraites des Français soit dictée du Berlaymont, ce bâtiment de verre où siège la Commission de Bruxelles et où se décide aujourd'hui le moindre de nos actes, de nos droits. La retraite, c'est évidemment un choix technique et comptable, mais c'est aussi un choix de vie, un choix de société, un choix de souveraineté. Et ce choix, il n'appartient qu'au peuple français et à lui seul. Et parallèlement, nous ne voulons pas que la Commission nous empêche de protéger nos frontières, qui est le premier droit d'un État. L'idée européenne, la belle idée européenne, est dévoyée. Nous, ce que nous voulons, c'est une Europe sociale, une vraie Europe sociale, pas les promesses que nous avons pu entendre depuis des années. Parce qu'on nous l'a fait, plusieurs fois, ça. Nous voulons une Europe qui croit que notre continent n'est pas un terrain vague ouvert, sans aucune autre règle que celle des puissances financières, mais un espace régulé d'une coopération respectueuse de tous, d'une attention à tous, et singulièrement aux plus faibles. Une Europe qui ne sacrifie pas la condition humaine aux logiques marchandes et aux spéculateurs, mais défend l'intérêt bien compris de tous, à commencer par celui des peuples. C'est une Europe juste, qui récompense le travail, l'effort, le mérite, mais qui ne laisse pas tomber ses enfants, aucun de ses enfants, ni sur le continent, ni en Outre-mer. C'est une Europe qui voit dans l'homme un être enraciné dans son histoire, dans sa culture, et par conséquent reconnaît, considère et valorise l'attachement national. Ce que nous voulons est simple. Nous voulons que la France défende ses enfants, défende ses intérêts en Europe, comme le fait actuellement l'Allemagne et tous les pays du monde. Ils ont raison de le faire. Et nous avons raison d'exiger de nos dirigeants qu'ils nous défendent. Nous cultivons un esprit français qui se fait un devoir d'écouter la parole de tous parce que c'est une marque de respect de l'autre, une exigence pour progresser et un commandement démocratique. Un esprit français qui sait inventer les voies nouvelles, les idées qui élèvent l'homme, les systèmes qui le protègent, le cadre de vie qui lui permet de s'épanouir librement, sereinement, naturellement. C'est là le projet de notre liste que nos députés porteront au Parlement européen. Oui, nous voulons que soit reconnu de manière irréversible le droit pour chaque État d'invoquer son intérêt vital. Oui, nous voulons une Europe qui refuse l'injustice de la concurrence déloyale et du dumping social. Oui, nous voulons une Europe qui respecte les peuples du monde, qui rompt avec le moralisme planétaire dont l'Union européenne a fait sa spécialité et qui excède le reste du monde. C'est une Europe qui refuse les élargissements successifs et inconsidérés, dont l'objectif n'est pas du tout, contrairement à ce que vous pouvez croire, l'amélioration des conditions de ses États membres. Non. Mais non. Mais c'est pour la Commission européenne de se constituer une majorité sûre quand celle-ci aura eu la peau du droit de veto. Oui, parce qu'ils seront reconnaissants, les nouveaux pays qui seront entrés, d'autant qu'ils bénéficieront de dizaines de milliards pour leur développement, pour en faire autant de concurrents, d'ailleurs, nouveaux, à nos propres industries et à nos propres agriculteurs. Notre Europe, ce sera une Europe de la paix, parce qu'il n'y a pas de plus grand malheur pour nos peuples que la guerre. Notre Europe, c'est un espace de coopération libre qui laissera aux États la capacité de décider de leurs systèmes sociaux, des protections individuelles et collectives qu'ils souhaitent mettre en œuvre au service de leurs citoyens, des choix de société qui lui sont propres aussi. On a bien vu la manière dont les traités de libre-échange sont utilisés en réalité pour institutionnaliser une injustice à l'égard de nos producteurs. Alors à nos producteurs, on impose toute une série de normes qui sont évidemment extrêmement coûteuses, mais dans le même temps, on les met en concurrence déloyale avec des productions qui, elles, ne respectent ou ne sont soumises à aucune norme. J'ai noté, nous on avait appelé ça il y a des années le juste échange, en contradiction avec le libre-échange. J'ai vu que Madame Hayet, sans doute en panne d'inspiration, pas sûr qu'elle en mérite tant.
a repris ce terme de juste échange. Mais c'est bien, c'est une victoire idéologique supplémentaire pour notre famille politique, mais nous savons tous que ce sont que des mots. Pour la mise en place, il va falloir attendre que nous soyons au pouvoir. Cette exigence... Alors, ils n'arrêtent pas de dire que nous n'avons rien à dire et que nous n'avons pas de projet, mais à chaque fois qu'ils sont en panne d'inspiration, c'est quand même dans notre panier qu'ils viennent chercher les quelques idées qu'ils osent développer, hein, je tiens à le dire. J'aimerais bien qu'ils reprennent celle-là. Donc si Madame Hayet pouvait m'écouter là au moment où je parle. La politique migratoire dont nous devons observer la maîtrise doit conduire à éradiquer le trafic d'êtres humains en traquant les passeurs, en condamnant les ONG qui sont leurs complices, en saisissant systématiquement tous les moyens de traversée illégale. Cette politique, d'ailleurs, de fermeté à l'égard de l'immigration illégale, elle permettra de redonner au droit d'asile sa véritable finalité, que certains ont complètement oubliée, c'est-à-dire protéger les vrais réfugiés, c'est-à-dire en droit les personnes dont la vie est effectivement mise en danger par les autorités de leur État pour des raisons politiques ou personnelles. Elle nous permettra au passage de faire disparaître les favelas indignes que l'on voit fleurir aux abords des villes et parfois même au centre des villes. Ces villages de tentes, en réalité, sont le triste spectacle de ce que nous propose l'Union européenne. Notre vision de l'Europe n'est pas une vision de repli, comme voudraient le faire croire nos détracteurs. Ce n'est pas une vision égoïste ou irréaliste, elle est tout le contraire. Elle est immergée dans le réel et prend en compte la vie des citoyens. Elle est humaniste en ce qu'elle place l'homme et les communautés nationales au cœur de nos politiques. Elle croit au progrès. Car nous croyons que c'est le progrès qui sera la solution aux problèmes que peuvent poser l'activité humaine au regard des exigences environnementales. Elle croit au progrès, elle croit en la science, pas à la décroissance. Elle est ouverte et se fonde sur le respect de tous les peuples et de toutes les cultures. Cette vision sociale que nous portons pour l'Europe est le prolongement du projet que nous avons pour la France. Et cette Europe-là, ce sera la vraie Europe que nous appelons de nos vœux et que nous allons construire. Nous n'opposerons pas les riches aux pauvres, l'ouvrier au cadre, les Français des villes aux Français des campagnes. Tout cela conduit à la haine sociale, à la division, à la fragmentation. Nous ne dissocions pas l'économie et le social, on ne crée rien de solide, mes chers amis, de pérenne, de beau, sur l'appât du gain immédiat, la spéculation et la prédation. Alors, aux entrepreneurs comme aux salariés qui nous écoutent, je leur dis, nous vous laisserons travailler. Nous vous rendrons le fruit de votre travail. Nous permettrons à vos enfants de profiter de vos efforts de vie. En votant, mes chers amis, mes chers compatriotes, faites donc que le 9 juin soit la première étape d'une grande alternance en Europe. Mais aussi, vous le savez, parce qu'il y a des élections présidentielles en 2027 en France. La vocation historique de la France est de porter haut l'étendard des peuples et de la liberté. C'est pour nous, Français, une fierté, mais c'est aussi une responsabilité. L'Europe nous regarde, l'Europe nous attend. Nous ne nous déroberons pas. Mes amis, l'histoire prochaine s'écrira de votre main. Avec ce geste, simple et pourtant si puissant, par le geste du vote. Vive la République, vive la France, vive la vraie